L'économie, c'est un rapport de force, en réalité. Il faut bien avoir ça en tête. C'est un rapport de force. Quand vous faites une réforme, quand vous changez la virgule sur un texte, ou que vous rajoutez ou vous enlevez un mot, eh bien vous avantagez une partie prenante sur une autre. Et c'est ce qui est fait depuis une trentaine d'années en France. Quand vous supprimez l'ISF, alors vous dites que c'est un cadeau à la France, c'est ce que vont dire des éditorialistes matinaliers, que c'est un cadeau à la France, mais c'est avant tout un cadeau aux 1% les plus riches, qui détiennent déjà 25% du patrimoine et qui récupèrent 4 milliards de baisse de fiscalité. Et après, effectivement, s'ils investissent cet argent dans les PME, ça peut profiter au reste de la population. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'était un pari. Donc on nous a vendu ça comme un cadeau pour la France, qui était un cadeau à une minorité. Donc l'économie est un rapport de force. Chaque fois qu'il y a une réforme en économie, il faut se poser une seule question. À qui cela profite, en premier lieu? Et là, vous avez la réponse. Donc oui, l'économie, et moi j'assume, ce n'est pas une science dure, l'économie, c'est des rapports sociaux et un rapport de force qu'il faut assumer. En fait, je propose un nouveau modèle, mais ce nouveau modèle a déjà existé en réalité. Vous regardez à l'après-guerre, on a créé le modèle social français, on a taxé les hauts revenus, on a taxé les entreprises et on a eu finalement une distribution des revenus qui était plus égalitaire. C'est depuis les années 80, avec la baisse de fiscalité sur les plus riches, la casse du service public, les privatisations, qu'on a vu les inégalités s'envoler. Alors certes, en France, elles se sont moins envolées que dans d'autres pays, parce que nous avons un modèle social qui est beaucoup plus robuste. Mais aujourd'hui, ce que fait Macron et ce qu'a fait François Hollande et même Nicolas Sarkozy, mais chaque fois, ils vont un peu plus loin, chacun de ces candidats, bien qu'ils soient de droite ou de gauche, ou ni de droite ou ni de gauche, on se rend compte qu'on a une volonté de rattraper ce qu'ont fait le Royaume-Uni et les États-Unis, alors même que nous voyons les conséquences aujourd'hui politiques de cette politique économique qui a été menée depuis 30 ans. C'est la montée des extrêmes, c'est le Brexit au Royaume-Uni, c'est la montée de Trump qui a fait sa campagne sur les perdants de la mondialisation. Et je ne suis pas sûr qu'en France, nous soyons à l'abri d'une issue politique qui soit aussi dramatique que celle que nous avons vécue dans ces pays-là. C'est-à-dire la victoire de l'extrême droite. En réalité, nous sommes tous finalement la majorité, moi je dis 85% de la population, à différents niveaux délaissés. Vous regardez aujourd'hui quelqu'un qui a Bac plus 5, qui est présenté comme un vainqueur de la mondialisation. Aujourd'hui, un Bac plus 5, il finit ses études, son pouvoir d'achat a diminué depuis 15 ans, il se retrouve dans un studio ou un 2 pièces en Ile-de-France, parce que ce sont la majorité des emplois des Bac plus 5, en tous les cas, dans les écoles de management, de commerce et en économie, c'est différent un peu en ingénierie. Et donc, la personne vous dit, vous êtes un gagnant de la mondialisation, il se voit dans son studio avec un salaire, un pouvoir d'achat qui diminue depuis 15 ans, il se dit, pas tant que ça, et on lui demande de bosser beaucoup plus qu'avant. Donc même un cadre qui serait vu comme un vainqueur, un jeune Bac plus 5, qui va parler anglais, qui va voyager, etc., en réalité, il subit le modèle économique d'aujourd'hui. Mais il le subit de manière beaucoup plus faible que les habitants des territoires, les habitants des banlieues, qui, eux, depuis 20-30 ans, subissent vraiment les délocalisations, la casse du service public, les services publics qui se retirent et le chômage de longue durée pour toute une jeunesse. Alors le bloc bourgeois, celui qui en a le plus parlé, qui a l'initiative faut le rappeler quand même, de la définition de ce bloc bourgeois, c'est Bruno Amable, qui est un excellent professeur, moi que j'apprécie beaucoup, que j'admirais beaucoup quand je faisais ma thèse, et qui a théorisé tout un ensemble de choses dans un livre qu'il intitule justement le bloc bourgeois, et que je recommande et que j'ai cité dès le début d'entrée de jeu dans mon livre. Quand on parle de ce bloc bourgeois, enfin entre guillemets, pour reprendre cette dénomination, en fait c'est une partie, alors c'est très difficile à définir, enfin pour moi c'est une partie un petit peu comme ça, vaste, qu'on pourrait mettre dans le top 5 et 10%, de gens pour qui en fait la mondialisation ou la financiarisation sont une somme d'avantages. C'est-à-dire que pour eux, voilà, ils peuvent trouver un boulot, que ce soit à Paris, à Londres, à New York, ils sont aussi bien chez eux, alors que pour le reste de la population, ça c'est un modèle qui, encore une fois, les affecte au-delà de leurs différences géographiques, culturelles et même sociales, les affectent. Donc c'est une petite partie de la population. Alors bien sûr, il y a le top 1% qui a été identifié et qui lui profite pleinement, et on le voit bien sur l'augmentation des revenus, y compris pendant la crise, profite pleinement finalement de ce système-là. Et vous avez une partie qui peut se tendre un peu plus loin, qui en profite pour qui c'est une somme d'opportunités. Et vous avez le reste de la population, pour qui c'est très négatif. Alors il y a une partie, on va dire un ventre mou, que moi j'appelle les cadres, à qui on a fait croire que c'était une somme d'opportunités, mais en fait c'est faux. Et moi je pense qu'il faudrait à un moment que tous ces délaissés arrivent à trouver un projet en commun
et le projet en commun qui peut les réunir, au-delà de toutes ces différences culturelles, vraiment géographiques, sociales, c'est la remise en cause du modèle économique. Vous voyez? Et ça effacerait toutes les autres variables, enfin ça ne les efface pas, mais ça permettrait d'avoir au moins ce projet commun autour de quelque chose qu'il faut rejeter ensemble, qui est ce modèle économique. Voilà. Et cette lutte, elle est instrumentalisée volontairement par les partis politiques. Enfin, je veux dire, Macron, quand il a fait campagne, il a présenté très tardivement son programme économique. Pourquoi? Parce que si on allait dans le détail, c'était un programme horrible. Enfin, vous retirez 15 milliards à l'assurance maladie. Enfin, on va dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de remboursement de médicaments? Ça veut dire quoi? Moins de choses pour la maladie? Enfin, allons-y dans le détail. Personne n'a été dans le détail. Il a présenté son programme un mois avant le premier tour, un mois et demi avant le premier tour. Personne n'a été dans le détail. Il l'a présenté aux Échos, une interview fleuve. Il y avait des millions d'endroits où on pouvait discuter. Quand vous retirez 11 milliards aux collectivités territoriales, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins de personnel dans les cantines pour les maternelles? Ça veut dire moins de loisirs? Ça veut dire moins d'argent pour la culture? Pourquoi on n'en a pas discuté? Parce que c'était un programme dur, c'était un programme qui plaisait à une oligarchie, parce qu'en échange de ces coupes, on leur baissait la fiscalité. D'accord? Donc il fallait parler de tout, sauf de ce programme économique. Donc il faut parler de ce qui oppose. Oui, moi je suis pour la France qui va travailler. Moi si j'étais un chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. Oui, il faut adapter la France à la mondialisation. Il faut flexibiliser le marché du travail, parce que quand on licencie, on embauche plus facilement. Enfin, on n'a parlé que sur des choses comme ça, mais on n'a jamais parlé sur le fond, finalement, du problème. Donc on a remplacé par des petites phrases et par des oppositions, finalement, entre catégories qui allaient tous subir ce modèle. Alors on prend des positions pour le féminisme comme ça, alors qu'on passe une loi travail qui profite, qui va impacter majoritairement des femmes, qui sont les travailleurs les plus précaires. On va parler de moi je suis inclusif, etc. Alors qu'on va baisser les dotations aux collectivités territoriales. Une ville comme La Courneuve, où il y a un taux de pauvreté à 40% de la population, ces dotations ont été divisées par 2 par l'État. Donc ça veut dire qu'on lâche ces populations, qui sont majoritairement des populations issues de l'immigration, ouvrières et employées. Mais si on le dit comme ça, non, il ne faut pas le dire comme ça. On dit, ah non, on est inclusif, on va à Sarcelles, on joue au football, on marque un... Voilà, on n'est que là-dedans maintenant. Quelle catégorie va se renfermer du coup? Chacune, en fait, a l'impression, finalement, que si on retire de l'argent à Pierre, Paul ou Jacques, cet argent va profiter à une autre catégorie de délaissés. Donc on oppose un délaissé à un autre délaissé. Alors que la vraie lutte ne doit pas être horizontale, elle doit être verticale pour une remise en question d'une meilleure répartition de la richesse créée. Vous voyez? Et ce n'est pas quelque chose qui doit être horizontal. Or, aujourd'hui, on est sur cette instrumentalisation du FN à Macron. Vous voyez? Macron, ça va être le secteur privé contre le secteur public, les chômeurs contre ceux qui travaillent, les courageux de Uber en indépendant contre ceux qui ne veulent rien faire. Ça va être ça. Et Marine Le Pen, ça va être les territoires contre les banlieusards qui ont tout, les bons Français contre les gens issus de l'immigration, et ainsi de suite. Donc, on est sur une opposition des délaissés. Alors que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème est vraiment dans une meilleure... On n'a jamais produit autant de richesses, et c'est la répartition de ces richesses aujourd'hui qui doit être le combat commun de toutes ces catégories. Pour vous dire la vérité, je ne sais plus. Je suis un peu perdu là. Nous sommes tous un peu perdus là, parce que la crise commence à durer. Ça fait longtemps, ça fait 1 an. Moi, je suis impressionné par la capacité des gens à encaisser des coups. J'étais déjà surpris, je vous l'avais dit, mon livre commence comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu une crise en 2008. Sur cette crise en 2008, la dette a fortement augmenté et les dépenses publiques ont augmenté. C'est normal, c'est de la politique contracyclique. Il fallait contrer les effets de la crise financière. Là-dessus, il y a eu un tournant austéritaire, vous voyez, où on a baissé la dépense publique, etc. Sur ce tournant austéritaire qui a freiné la croissance, parce qu'on a une croissance à 0% des années, vous avez le patronat qui a réussi à négocier des baisses d'impôts via le CICE et les plus riches qui ont négocié la baisse de l'ISF. Donc voilà où nous en sommes. Donc vous avez une grosse partie de la population aujourd'hui qui est plus pauvre qu'il y a 10 ans. C'est le cas dans certains territoires en France, c'est le cas dans la moitié de l'Europe du Sud, vous voyez. Donc c'est très grave. Et là-dessus va s'ajouter une autre crise, la crise sanitaire. Alors là, on met un peu d'argent, on pourra en discuter, mais on n'en met pas beaucoup. Mais si dans 2 ans, il y a ce même tournant austéritaire qu'il y a eu en 2011, mais là, on va sacrifier une génération. C'est 20 ans de crise qu'une génération se sera pris en pleine tête. Vous voyez, et ce n'est pas les 1% qui en profitent, on l'a bien vu. C'est la majorité de la population. Donc moi, j'ai très très peur qu'au final, cette crise s'enlise et que les gens aient cette capacité à résister comme ça dans la pauvreté. Soit ça pète d'un coup, soit... Donc je ne sais pas. Donc moi j'espère qu'en 2022, il y aura à l'élection présidentielle un candidat qui arrivera à fédérer ces ensembles des délaissés
et que chacun des délaissés arrivera à comprendre que c'est le modèle économique qui doit être l'aiguillon puissant pour ouvrir après le reste, parce que le reste doit être mais le modèle économique est quand même peut-être la colonne vertébrale d'un projet commun pour renverser la table et retrouver un peu de souffle, c'est-à-dire d'investissement dans les services publics, des hôpitaux, du personnel, de l'éducation, des transports en commun. Enfin voilà, il va falloir passer par là. Et après, bien sûr, il y a d'autres problèmes qui devront être réglés, ça je suis d'accord, et qu'il faut continuer à régler. Mais il faut quand même trouver un point d'accroche commun entre ces catégories que l'on oppose depuis des années. Oui, il faudrait une lutte des classes qui soit maintenant même plus, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, la lutte des délaissés contre le reste, parce que la lutte des classes suppose que ça se fasse par l'emploi, par plein... Oui, mais il faudrait effectivement cette nouvelle lutte des classes. Il faudrait redéfinir une nouvelle lutte des classes sur ce projet-là, comme j'ai dit, économique, qui arrive à regrouper toutes ces différentes catégories de la population au-delà de leurs différences. Et c'est pour ça qu'il faut, par-delà l'indignation qu'il y a, que moi je comprends parfaitement, il faut à un moment aussi poser les bases d'un programme. C'est-à-dire trouver des points communs et se dire, voilà, nous sommes tous d'accord que si on ferme telle ligne de train, ça touche tout le monde, quel que soit son sexe, etc. Nous sommes d'accord que l'hôpital, ça concerne tout le monde. Nous sommes d'accord que l'éducation, ça concerne tout le monde. Voilà. Et trouver comme ça un point d'accroche qui fait qu'on arrivera à renverser, qu'il y aura une convergence des luttes. Voilà. Alors l'écologie, c'est très important, il faut la mener, alors il faut faire très attention à la façon dont on mène l'écologie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit écologistes et qui défendaient la taxe carbone. Et la taxe carbone, c'est le départ du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire c'est une taxe sur la fiscalité qui leur bouffe une partie du pouvoir d'achat, ils ont déjà peu de pouvoir d'achat, et donc eux ils répercutent finalement cette taxe en diminuant le pouvoir d'achat sur d'autres postes, notamment le poste de loisirs, qui est un poste qui est plutôt faible compte tenu de leurs revenus. Je rappelle que quand on gagne le SMIC, il nous reste une trentaine d'euros à la fin du mois. Je veux dire, si vous avez les prix des carburants qui ont pris sur les 2 dernières années 15 euros, bah c'est 15 euros en moins pour des loisirs. Quand on a peu d'argent, on arrive à comprendre que ça révolte. Maintenant, sur l'écologie, il faut que ce soit donc pas une écologie de classe. C'est-à-dire une écologie qui, comme on l'a vu, qui stigmatise les gens pauvres qui vont rouler en diesel, qui vont se payer un voyage en fin de vie en Tunisie, dans un all-inclusive à 200 euros la semaine. Vous avez aujourd'hui une écologie de classe qui s'est gavée, qui a fait le tour du monde, qui a bouffé machin, qui va te dire maintenant arrête de prendre l'avion, etc. aux plus pauvres. Moi, qu'est-ce que je dis à ma tante? Elle a bossé toute sa vie, elle a pris la première fois l'avion à 50 ans. Là, elle se fait ses voyages, elle me dit c'est mon petit paradis, elle part une semaine en Tunisie à 200 euros. Je vais lui dire quoi? Je veux dire, elle a une empreinte carbone qui est 4 fois moins élevée que la plupart des gens que je connais à Paris. Donc ça, c'est une écologie de classe. Cette écologie, elle est horrible, elle s'applique même plus loin. Il y a un très bon livre, Le colonialisme vert, qui est sorti, qui montre comment les ONG comme WWF, etc., organisent finalement les mouvements de population, plus d'1 million en Afrique, pour installer des parcs comme ça, et parce que pour beaucoup de gens, l'Afrique doit être un grand parc géant sans être humain. Donc vous voyez, donc là, il y a une écologie de classe. Donc l'écologie, il faut qu'elle reste une écologie populaire. D'accord ? L'écologie sans la lutte de classe, c'est du jardinage, c'est rien de plus. Vous voyez, donc il faut que ce soit une écologie populaire. Et une écologie populaire, il faut que ce soit une écologie qui ne stigmatise pas les autres, qui transforme la société. Et pour la transformer, force est de constater que nous avons besoin de l'industrie. Parce que, je veux dire, quand nous allons rénover les bâtiments, là, vous économisez de l'énergie, vous créez des emplois, et il faut que ce soit des industries qui le fassent, des industries françaises, et peut-être même des industries publiques. Quand vous faites la transition énergétique, c'est pas se mettre une éolienne sur son toit qu'on a imprimée avec une imprimante 3D comme le dit Rifkin. Non, il faut qu'il y ait des énergéticiens qui engagent la transition. Il vaut mieux que ce soit des énergéticiens publics, voyez, avec la main de l'État, qui fabriquent la plupart et qui ont un projet de long terme, plutôt que des entreprises étrangères qui sont soumises à la finance verte par exemple. Vous voyez, donc là, c'est des vraies questions qu'il faut poser. Ils se font sentir pleinement. Là, on les a sous nos yeux. Hein. Vous marchez dans la rue, vous voyez tous les restos qui sont fermés. Là, vous avez une véritable crise. Vous voyez tous les cinémas, les théâtres qui sont fermés. Là, ils sont impactés. Les gens sont impactés par... les restaurateurs, les théâtres sont impactés même avant même qu'on ait fait le confinement. Puisque vous aviez ce virus qui circulait, les gens allaient moins déjà au théâtre. Et puis maintenant, ça devient catastrophique et ça dure. Ça dure. Donc là, la crise économique, elle est là. Le plan de relance de Castex, c'est quoi? C'est majoritairement des baisses d'impôts et des mécanismes, en fait, qu'on a dit, voilà, on va faire un mécanisme pour les rénovations, c'est tant de milliards. Les baisses d'impôts, c'est 20 milliards, 10 milliards par an. C'est un pari, en fait, en disant, voilà, on va baisser les impôts, donc les entreprises vont investir, elles vont créer des emplois.
Sauf que dans la situation actuelle, il y a très peu d'entreprises qui ont envie d'investir, il y a très peu de visibilité. Voyez. Et pour les ménages les plus précaires, c'est 0,8% du plan de relance, 100 milliards, donc 800 millions, qui sont consacrés aux plus précaires. Le ticket universitaire à 1 euro et puis l'allocation pour la rentrée qui a été un peu augmentée. C'est très bien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Or aujourd'hui, toutes les associations de terrain elles vous disent que la pauvreté a augmenté. Je veux dire, l'autre fois, je voyais une émission sur une ville, Grigny, où il y avait une association qui offre des produits proches de la date de péremption à des prix cassés, divisés par deux. Elle nous disait que des personnes demandaient à payer en 4 fois des courses à 20 euros, en 4 fois. Donc on en est là, ça c'est une réalité. La pauvreté a explosé. Et rien n'a été fait pour les plus précaires. Vous savez, vous leur donniez un chèque de 1 000 euros, un chèque de 1 000 euros, conditionné à de l'achat d'aliments, ce que vous voulez, Made in France, tout ce que vous voulez. Mais vous leur donnez 1 000 euros aux 30% des ménages les plus pauvres. C'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 1 400 euros. 30% des ménages les plus pauvres, vous leur donnez un chèque de 1 000 euros, ça revient à la baisse de fiscalité sur les impôts de production, 10 milliards. Et vous donnez 1 000 euros à ces gens qui payent en 3-4 fois à 20 euros, vous avez un résultat quand même, en termes de pouvoir d'achat, plus intéressant que ce qui a été fait. Donc moi je crains pour finir, le plan de relance, ça ne va rien faire, il va se faire balayer par tous les licenciements, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, moi j'ai bien peur que dans 2 ans, ils nous refassent le coup en disant on a donné de l'argent, ça n'a pas eu d'effet, mais on va quand même serrer, pratique de l'austérité, coupe des dépenses publiques, ce qui va freiner la reprise. Et là, si on fait ça, on est reparti pour 10 ans de crise, alors qu'on sort à peine de 10 ans de crise. Non, c'est très difficile, parce qu'en fait, la crise économique est d'abord une crise sanitaire, donc il faut se concentrer sur la crise sanitaire. Alors, j'entends bien que là, tous les pays sont frappés, que finalement, et je pense que le gouvernement doit sabrer le champagne, l'Allemagne ne s'en sort pas si bien que ça, et d'autres pays européens ne s'en sortent pas si bien, donc finalement, nous, on s'en sort bien. On a bien compris que c'est ça le mot d'ordre. Mais moi, dès le début, j'avais dit, dès février, j'étais dans une émission de Mouloud Achour, un clic, j'avais bien dit, là, on est face à une triple crise, sanitaire, économique et peut-être financière. J'avais dit ça. J'avais dit, il faut le plus rapidement arriver à ce palier de contamination. Ce qu'on fait Taïwan, ce qu'on fait la Nouvelle-Zélande, ce qu'on fait même par le Vietnam. Donc il fallait tout de suite. Mais comme nous n'avions pas les moyens, moi je ne savais pas, nous n'avions pas les moyens derrière pour le faire. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien qui avait été organisé. On le voit bien encore que tout est sur une courte vue. Rien n'est organisé, rien n'est planifié. On est prêt pour le deuxième vague, on n'est pas prêt. Les vaccins, ça doit aller rapidement, ça ne va pas rapidement. Tout le monde crie des coups de gueule, mais rien n'est fait derrière. Enfin bon, voilà. Et donc en fait, on a laissé la crise s'installer, comme dans la majorité de l'Europe. Et là, il faut bien s'interroger sur finalement la faiblesse de nos sociétés occidentales. Et vous savez, moi j'ai retrouvé des articles de presse datant de 2012, de 2011, sur l'austérité dans l'hôpital en Europe. Les premières mesures d'austérité ont été à l'hôpital, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en France. Vous voyez, en France, dès 2012, on en parlait déjà. Les mesures les plus fortes ont été sur le... Et donc là, il faut quand même s'interroger là-dessus. C'est-à-dire que certes, on ne pouvait pas prévoir la crise sanitaire, mais nous avons tout mis en place ces dernières années, pour ne pas être prêt à tout type de crise, qu'elle soit sanitaire, environnementale ou etc. Et ça, il faut interroger la responsabilité des différents gouvernements. Parce que là, on est vraiment... C'est de l'improvisation. En fait, finalement, c'est nous. C'est grâce à nous que nous si on s'en sort, c'est grâce à nous, à notre comportement, à nos... C'est ça, tout repose sur nous. Vous savez, en fait, quand vous avez une crise, l'activité privée ne fonctionne pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui, l'activité privée n'arrive pas à fonctionner. Les entreprises privées n'ont pas envie d'investir parce qu'elles n'ont pas de visibilité. Et on peut les comprendre, voyez. Donc l'activité ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le public, l'État, vienne en renfort, d'accord, en soutenant l'activité. Et quand vous soutenez l'activité, vos dépenses augmentent. Enfin, vous savez, quand vous avez une baisse d'activité, vos dépenses augmentent parce qu'il y a des dépenses de chômage, etc. Voyez. Et puis vous soutenez l'activité et vos rentrées fiscales diminuent parce que les entreprises travaillent moins. Donc si les dépenses augmentent, les recettes diminuent, vous avez un déficit qui se creuse. Alors vous avez des gens, tout le monde est d'accord là-dessus, pour dire qu'il faut faire de la politique contracyclique, creuser les déficits. Sauf qu'en Europe, on les a creusés jusqu'à 5% en 2008 et on a eu très peur. Et on a fait le tournant austéritaire, etc., nouveau traité, ainsi de suite. Mais les États-Unis, ils ont été jusqu'à 10% de soutien de l'activité. Ils ont été à 10% de déficit. C'est-à-dire que les mecs, ils ont soutenu comme des malades. Les États-Unis, en allant à 10% de déficit, en 3 ans, après la crise, ils étaient revenus à leur niveau de PIB d'avant-crise. Donc 2008, ils descendent. 2011, ils sont remis. Nous, on a mis 8 ans parce qu'on a freiné la politique contracyclique pour pratiquer une politique procyclique. C'était une grave erreur.
Sarkozy l'a fait, Hollande l'a soutenu, Macron l'a soutenu, mais Macron, quand il a fait son interview aux Échos en présentant son programme économique, a reconnu lui-même que c'était une erreur et s'est engagé à faire la même erreur dans son quinquennat. Bon, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, aujourd'hui, il faut soutenir l'activité, et il faut ne pas hésiter à aller dans les déficits structurels. Et bien sûr, ces déficits-là augmentent la dette publique. D'accord ? Normal, la dette est libellée en PIB, vous avez aussi le PIB qui diminue, donc la dette augmente. Alors il y a ce débat entre gens de gauche principalement, qui disent qu'il faut annuler une partie de la dette qui appartient à la BCE pour ne pas trouver de justification aux politiques d'austérité. Alors pourquoi pas ? Les économistes qui défendent ça sont des économistes brillants, hein. Isabelle Coupet, Soubeyran, brillante, il n'y a rien à dire, et une amie en plus, Aurore Laluc c'est une amie également, et d'autres, Gaël Giraud, c'est des gens et d'autres que je trouve particulièrement brillants. La vraie question que je me pose, c'est que là, il y a une erreur d'analyse. L'erreur d'analyse, c'est que j'ai l'impression que moi, ces gens pensent que le débat est sérieux. C'est-à-dire que la dette, c'est sérieux, c'est un niveau de dette qui entraîne de l'austérité. Mais c'est faux. On aurait 60% de dette. Je veux dire, déjà, à 60% de dette, on supprimait des lits d'hôpitaux. Je veux dire, la dette est un épouvantail. Le but derrière, c'est la casse du service public et la privatisation du service public. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on fait des cadeaux aux plus riches. Entre 2000 et 2010, on a fait plus de 200 milliards de baisse de fiscalité. Non mais attendez, et donc on doit couper dans la dépense pour équilibrer le déficit, c'est tout. C'est ça le principe. Donc l'annulation de la dette, qu'on perde 20 points de dette ou pas, ça ne changera absolument rien. Ça c'est la première des choses. La politique de casse, elle sera toujours là. Et c'est ça qu'il faut combattre, cette politique de casse avant tout. Oui, tout à fait. Mais quand il s'agit de baisser la fiscalité des plus riches, parce que si vous voulez rembourser la dette, il faut qu'il y ait des rentrées fiscales. Et quand on baisse, on a perdu, je sais pas moi, plus de 100 milliards de baisse de fiscalité ces dernières années, avec le CICE, avec la baisse de l'IS, avec la baisse de l'ISF, avec la flat tax, j'en passe et des meilleurs. D'accord ? Bah là, c'est plus un problème, la dette. Ah bah dire non, il faut baisser la fiscalité des plus riches, des entreprises et des plus riches, c'est plus un problème. Par contre, quand il s'agit de mettre, je sais pas moi, un peu d'argent dans l'hôpital, il n'y a pas d'argent magique, comme dirait l'autre. Vous voyez ? Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc la réalité des faits, c'est que en fait, la dette, c'est un épouvantail pour dire qu'il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, les transports, les collectivités territoriales, les gens passent et des meilleurs, même la transition écologique, puisque le deuxième poste de suppression de fonctionnaires dans le budget 2021, c'est dans l'écologie. D'accord ? Donc là, il n'y a pas d'argent. Par contre, il y a toujours la dette n'est pas un problème quand il s'agit de perdre des centaines de milliards avec la baisse de la fiscalité. Donc voilà où on en est. Donc la dette, ce n'est pas le montant en soi qui est un enjeu, c'est l'utilisation qui en est faite. D'accord ? Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, le temps qu'on arrive à cette négociation des dettes, de retirer 20 points de dette à la BCE, dans la zone euro, en parlant… Alors là, moi, je veux dire, la zone euro a une histoire. Ça va mettre un temps fou, ça va accoucher d'une souris, et il va y avoir en contradiction, enfin en corollaire en tous les cas, des mesures visant à faire, on va dire, des réformes libérales, etc., etc. Là, le plan de relance qui a été fait européen est conditionné à ce type de mesures, la réforme des retraites qu'il faut continuer, ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on va nous vendre. Donc le débat, il n'est pas là pour moi. Le débat, il est dans la relance, le soutien de l'activité et dans, on va dire, une autre histoire de notre rapport à la dette. Surtout que nous avons des taux d'intérêt faibles. Après bien sûr, le vrai problème de la dette, on peut en discuter, mais ça, je veux dire, dans l'urgence, ce qu'il faut, c'est relancer l'activité. Mais après, le problème de la dette aujourd'hui, c'est qu'on la finance sur les marchés financiers. Ça, c'est un vrai problème. Nous sommes les plus exposés aux marchés financiers dans le monde. Donc ça, c'est un vrai problème, il faut en discuter. Je suis d'accord. Mais c'est pour moi une discussion qui arrive dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est le soutien de l'activité, la relance de l'activité, et c'est le fait de s'opposer aux libéraux dans le fait d'utiliser la dette comme un épouvantail pour pratiquer des politiques d'austérité. C'est une réforme assez dure, elle était annoncée. Vous savez, Macron, il a dit je vais donner des allocations aux démissionnaires et aux auto-entrepreneurs. Ils vont avoir des allocations chômage. Mais en même temps, dans son programme, il réduisait de 10 milliards les fonds à l'assurance chômage. Donc comment on ouvre des nouveaux droits en réduisant finalement les montants de l'assurance chômage ? C'est très simple. Il faut radier des chômeurs, il faut leur donner moins de prestations et moins longtemps. C'est ce qu'il est en train de faire avec la réforme de l'assurance chômage. Voilà. Donc ce qui est catastrophique, c'est que avec tous les licenciements qu'il va y avoir, des gens vont être plongés dans la pauvreté et le soutien de la consommation ne va pas être là. Parce que c'est aussi ça le but, quand vous donnez une prestation chômage à quelqu'un, il ne le place pas sur un compte en Suisse. Il vit avec, il dépense. Donc ça profite finalement au secteur privé, in fine. Vous voyez, contrairement à ce que disent les autres. Non, là, ils vont avoir moins de prestations et ils vont moins consommer. Et le but final, c'est quoi ? C'est que ces gens-là se vendent à n'importe quel prix aux entreprises. Je veux dire, demain, on est prêt à casser le SMIC à ce niveau-là. Parce que quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes obligé de bosser. Vous êtes prêt même à faire la manche. Donc, vous voyez, voilà où est-ce qu'on est. Donc, c'est pour rendre, en fait, tous ces travailleurs corvéables à merci. C'est ça le but final.
Non, ça n'a pas été le cas. En tous les cas, là, ils disent oui, il faut attendre, etc. Mais bon, moi, je vois ce qui a été fait, hein. Macron, en 2018, il a retiré plus d'1 milliard aux hôpitaux, hein. Plus d'1 milliard en tendance aux hôpitaux. D'accord. Il y a des lits qui ont été fermés, les chiffres sont sortis. Donc voilà. Enfin, le plan de relance est extrêmement timide sur le service public. Alors bon, c'est toujours de l'argent qui est donné, hein. Ça ne m'empêche pas de me dire que si cet argent avait été donné avant, imaginez-vous, avant la crise, on aurait donné un peu plus d'argent à l'hôpital. L'hôpital aurait un peu plus soufflé, on aurait été probablement mieux préparé pour affronter cette crise. Vous voyez, faire un plan massif pour l'hôpital après, c'est une vraie blague. Enfin, surtout que 2 mois avant, on a dit qu'il n'y avait pas d'argent magique pour l'hôpital. Donc non, tout ce qui est fait pour le service public reste faible, hein. On voit bien que ce plan de relance est toujours conditionné dans une logique qu'il faut contrôler la dépense publique et que tout se fait par le secteur privé et pas par le secteur public. Voilà. Et on voit bien, même en termes de discours, ce qui a été transformé, moi ce que je trouve très grave, c'est que le manque de moyens à l'hôpital, le manque de lits, le manque de personnel a été transformé par une administration soi-disant trop lourde qui a empêché l'efficacité des hôpitaux. Ça, c'est un vrai problème, quoi. C'est une façon d'effacer en fait toute la partie financière, ce que demandaient les soignants, et de la remplacer par une histoire de logistique qui est très à la mode en ce moment. Et ça, c'est typiquement du Macron pour moi. Mais il y a une horreur, moi je pense, de tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui les premiers de cordée, hein. Parce que finalement, regardez, il n'y a rien eu pour eux, hein. Je veux dire, les caissières, les éboueurs, on n'a pas arrêté d'en parler. Enfin, alors qu'il y avait un programme, encore une fois, hein. La loi travail rendait la vie des caissières beaucoup plus difficile, hein. Les baisses sur les collectivités territoriales retiraient des moyens aux éboueurs et aux fonctionnaires territoriaux, hein, qu'on a vantés là comme étant les premiers de corvée, etc. Je veux dire, il y avait une politique qui frappait ces gens-là. Et on s'est dit avec le confinement, tiens, ils sont importants finalement, plus importants qu'un mec qui fait, je ne sais pas moi, de la finance, un trader. C'est clair qu'ils ont une utilité sociale, mais rien n'a été fait pour eux. Rien n'a été fait pour augmenter leur salaire, rien n'a été fait pour sécuriser leur emploi, et rien n'a été fait en termes de dotation pour les services publics, donc, ou très peu. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc tout ce qui est fonctionnaires territoriaux, hôpitaux et premiers de cordée, ils ont été complètement oubliés en 2 minutes. Voilà. Au profit toujours des grands patrons, des entreprises et ainsi de suite. Alors, en fait, ça me choque moyennement parce que déjà, en fait, dans la tête de beaucoup de hauts fonctionnaires, ils sont déjà privatisés. C'est-à-dire que, pas parce qu'ils sont hauts fonctionnaires qui défendent, enfin, la politique qui a été menée par les hauts fonctionnaires, une grosse partie des hauts fonctionnaires, pas tous, hein, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais une grosse partie ces dernières années, a été vraiment de faire des économies sur l'hôpital, sur la sécurité sociale, sur les retraites. Il suffit de lire les rapports, hein, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de Bercy, toujours des rapports où on frappe. C'est des gens du service public avec des salaires élevés qui frappent le service public et principalement les catégories B et C du service public. Donc il n'y a rien d'étonnant. Ces gens-là sont déjà privatisés. En fait, on a au cœur de l'État des gens qui se comportent comme des lobbyistes du secteur privé. Parce qu'ils sont prêts à tout casser, à le revendre après au secteur privé. Et d'ailleurs, les carrières même de ces gens sont impressionnantes. Enfin, vous regardez Macron. Il fait l'ENA, une école d'administration publique, de haute administration. Il finit à Bercy, qui est quand même le top du top, hein. Puis après, il va chez Rothschild. Puis il revient, il est président. C'est ça aujourd'hui. Vous êtes président de la sécurité sociale, vous finissez chez la mutuelle privée, machin, truc, muche. Puis vous revenez, vous conseillez la ministre de la Santé. Ouais, mais ces parcours, dans la tête de ces gens, sont normaux. Vous êtes commissaire au climat, vous finissez chez Volkswagen. Il n'y a pas de souci pour eux. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il y a un vrai problème là. Il y a un vrai problème. Donc, non, ça ne me surprend pas parce qu'en fait, ces gens pensent de la même façon. Ils pensent qu'on doit gérer l'État comme on gère une entreprise privée. Ce qui est des conneries. La seule politique qui compte, c'est l'équilibre des comptes. Donc ça ne m'étonne pas. Mais la conclusion de ça, c'est qu'en termes d'efficacité, c'est assez moyen d'avoir recours au privé, hein. Là, on le voit bien, concrètement. Voilà. Moi, je vois, bien sûr, c'est l'éducation. Enfin, vous regardez à la Courneuve, dans le lycée où j'ai été, à la Courneuve, ils n'ont rien trouvé de mieux. Je te parle d'une ville où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Vraiment, c'est important, où il y a majoritairement des ouvriers, des employés. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas, au sens de Bourdieu, on va dire, ce capital social qui leur permet de se payer des prépas privés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé les cours du soir. Ils ont augmenté le nombre de classes en les passant de 28 à 35. Donc, ils ont diminué les moyens. Et ils trouvent ça génial. Vous voyez, c'est l'efficacité de l'enseignement. Donc, ça, c'est un vrai scandale. Vous regardez dans l'école où est mon fils. L'école où est mon fils... il y a maintenant une espèce de
d'associations qui récoltent des fonds pour qu'on puisse amener des gens, des intervenants, etc. Voilà, et on demande aux parents de financer ça. Vous avez les maîtresses parfois qui nous demandent des mouchoirs, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, on est la 5e puissance mondiale. Enfin, ça veut dire quoi ça? Moi, ça me choque. Moi, je trouve ça. Il faut bien sûr qu'il faut donner beaucoup plus de moyens. Si on n'arrive pas à comprendre quand même que l'éducation des enfants, c'est très important, que c'est l'avenir, que c'est un investissement et pas une dépense. C'est ça qu'il faut qu'ils en rentrent dans la tête de Blanquer. C'est un investissement et pas une dépense. Si on n'arrive pas à comprendre ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, n'importe qui a un enfant s'en rend compte rapidement. Enfin, moi, je vois j'ai mis mon enfant à la crèche. Le travail que font ces femmes est remarquable. Remarquable. Et chaque année, là, elles étaient en grève parce qu'on leur demande de prendre plus d'enfants sans augmenter l'espace ni le personnel. Je ne parle même pas des salaires. Je veux dire, moi, j'ai un enfant, à la fin d'une journée, là, je l'ai gardé un mois suite à ce qui s'est passé, ou pendant le confinement, je l'ai gardé un mois aussi à la maison. C'est très fatigant, un enfant. Donc, j'imagine pas ces maîtresses qui ont 10, 15, 20, 30 enfants à gérer. Et vous avez vu le salaire qu'elles ont? C'est quand même dingue. Et là, il y a un vrai problème. C'est un métier qui n'est pas valorisé, aussi dans la parole, et même politique. On se souvient des sorties qu'il y a eu de différents politiques là-dessus. Et c'est aujourd'hui un secteur où on fait des économies. Et donc là, pour moi, c'est scandaleux parce que pareil, vous avez maintenant des enfants qui ont le droit à tout, la nounou privée, ou la crèche d'entreprise, les écoles, si ça rate le public, ils vont dans le privé, et ainsi de suite. Voilà. Le constat de l'école, c'est qu'elle ne fonctionne pas bien. Elle reproduit les inégalités. Moi, je ne comprends pas de ce constat comment on se dit, elle reproduit les inégalités, donc on va donner moins de moyens aux plus faibles. Ça veut dire que les inégalités vont augmenter. Et c'est ce qui se passe. Donc vous avez en haut ceux qui ont un double système, privé, public. Et en fait, on ment là-dessus. Je veux dire, vous passez aujourd'hui Sciences Po, ils font tous des prépas privés, mais il faut dire à l'oral que vous ne passez pas de prépa privée. Il ne faut pas le dire, surtout pas. Donc on ment. On fait un concours d'avocat en disant que c'est un concours, oui, mais tout le monde est en prépa privée pour le passer. Et médecine, c'est pareil. Une première année de médecine, on dit oui, c'est mérité. Mais c'est faux. Je veux dire, il y a des gens qui ont les privés, le public. Voilà. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui, quand vous êtes, je pense, un enfant de classe populaire, de faire ça va être de plus en plus difficile parce qu'il y a de moins en moins de moyens, de faire des études supérieures, en réalité. Parce qu'on donne de moins en moins de moyens. Et donc, le seul facteur déterminant au départ, donc, ça va être le capital social. Et ça, c'est scandaleux. Dans une société démocratique, c'est scandaleux. Place publique, non, j'ai pas de regret. En fait, c'est plutôt dans la réflexion. Dans ce qu'on a fait, j'ai pas de regret parce que je m'entends toujours très bien avec ceux. Enfin, on se voit moins maintenant. Pas parce qu'on est disputé, parce que chacun a sa vie. Mais j'ai passé quand même des très bons moments avec eux. Moi, l'analyse que j'ai fait, la grille d'analyse que j'ai fait, et là où je regrette, c'est que je me suis dit, vous savez, moi, sur ma ligne économique et ce que je défends, j'ai toujours été clair. Et c'est toujours la même ligne. Je veux dire, moi, en 95, je manifestais contre les retraites en 95. C'était mes premières manifestations. J'étais en première année à Villetaneuse et je manifestais. En 2005, j'ai voté non à la Constitution européenne. Et je veux dire, à cette époque-là, ce que l'on prenait dans la gueule, c'était hallucinant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voté non à la Constitution, on m'a dit que j'étais anti-européen, on m'a dit que j'étais un raciste. C'était tout le temps comme ça. Je veux dire, moi, j'ai voté José Bové en 2007. José Bové, il a fait 1,5%, je crois, parce que je croyais à l'altermondialisme, parce que je croyais à l'agriculture bio, etc. Mais on s'est foutu de ma gueule. Moi, des gens me raccrochaient au nez. Parce qu'à l'époque, ces gens-là, en partie, ils votaient Ségolène Royal, Sarkozy, etc. Et il y a eu un tournant chez une partie, on va dire, de la bourgeoisie que j'ai vu et que je trouvais plutôt sympathique. C'est-à-dire que des gens qui ont pu voter Sarkozy, ils ont voté après Delanoë, puis après Hamon, quoi. C'est à peu près ça l'histoire. Hein. J'exagère, mais parfois certains sont partis chez Macron, mais voilà, c'est à peu près ça. Et donc, ces gens-là allaient sur des combats où on ne les avait pas vus avant. C'est-à-dire la défense du service public, alors qu'ils avaient défendu la mondialisation avant, l'Europe de la privatisation, comme elle était marquée dans la Constitution. Ils allaient sur les services publics, ils allaient sur les inégalités, ils allaient sur l'environnement. Ce qui est appréciable. Et donc, moi, je me suis dit, pour gagner, il va falloir faire avec ces gens-là. Parce que c'est eux qui vont être le point de bascule. Ceux qui sont comme moi, ils sont toujours là, il faut qu'ils s'ouvrent, qu'ils ne soient pas sur un... Et puis il faut aller avec ces gens pour faire le point de bascule. Mais comme nous ne sommes pas d'accord sur tout, il faut trouver des points d'appui où nous sommes d'accord. D'où ces urgences à place publique, sociale, etc. Ce qui a fonctionné, mais qui a fonctionné un temps, en fait. Parce que après nos désaccords, quand on allait en profondeur, notamment sur l'Europe,
par exemple, avec Glucksmann, on avait des accords très forts sur l'Europe au final, et chacun s'arc-boutait sur ses positions quand on était en interview commune, au-delà de la sympathie qu'on pouvait avoir, vous voyez. Et donc voilà. Donc moi, j'en veux pas. J'aurais pas pu faire campagne avec le PS. Alors ça, bien sûr que ça peut être bien sûr que c'est une condition, mais le problème, là, la condition, c'était pas d'être que seul avec eux. Je veux dire, la condition, c'est pas d'être avec le parti le plus à droite de la gauche, et surtout un parti qui a un passif. Enfin, le CICE, Olivier Faure, il l'a voté, le CICE. La première loi travail, peut-être qu'il l'a voté aussi. Hein. Enfin, la plupart des gens du PS là, qui sont contre la loi travail, ils ont voté la première loi travail. Ils ont voté le CICE. Ils ont défendu Notre-Dame-des-Landes. Ils ont défendu le centre commercial dans le 93. Vous voyez, donc moi je trouvais ça un peu spécial. Alors bien sûr qu'ils doivent être dedans, mais le problème avec le PS, c'est qu'ils veulent être dedans, mais toujours au premier plan. Alors que là, il ferait mieux d'être dedans, mais au dernier plan, vous voyez, se dire, voilà, on a fait une erreur, un mea culpa, ce qui a fait plus ou moins fort. Donc moi, je ne pouvais pas, et là où j'ai eu raison, après je comprends que Glucksmann y était, parce que c'est plus sa ligne, j'arrive à comprendre, c'est plus sa ligne, donc je comprends. Je pense que s'il y avait eu que Mélenchon qui était venu avec nous, imaginons ce scénario, il ne serait pas venu, Glucksmann, avec Mélenchon. Donc je comprends, c'était sa ligne, et je comprends, et je ne lui en veux pas là-dessus. Mais quand je vois la campagne qui a été menée, moi, je n'aurais pas pu en faire partie, clairement. Appeler sa liste Envie d'Europe. Enfin, même Macron, il appelait sa liste Renaissance, parce qu'il savait que l'Europe, elle donnait plus envie. Parce que l'Europe, elle donne pas envie, parce que la moitié de l'Europe est sous le seuil, est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Et là, tu dis envie d'Europe. T'as envie de l'Europe qui signe le TAFTA. Moi, j'ai pas envie de cette Europe-là. Bon, je comprends pas. Et puis dire après, se présenter comme l'Europe de Delors. L'Europe de Delors, le marché unique, la liberté des capitaux. C'est ça. Ben, moi, c'est pas mon Europe. Donc, j'aurais pas pu être là-dedans. Enfin, vraiment. J'aurais pas pu assumer une campagne. Donc voilà, j'ai préféré en partir, et il n'y a pas de regret sur le reste. Voilà. Bah moi je pense, après j'ai peut-être un biais, voilà, j'ai peut-être un biais, et moi je pense que ça va être l'économique, parce que là ça va être une casse, la crise va être très forte, donc c'est l'économique pour moi qui est centrale là. Là on va vivre une crise, après la crise sanitaire, ça va être le temps de la crise économique. Et donc la manière dont on va sortir de cette crise va être très importante. Donc pour moi les leviers économiques sont importants pour l'ensemble de la population, quelles que soient leurs différences, encore une fois culturelles, géographiques ou sociales. Donc c'est l'économique. Donc tout va se baser sur ce jeu-là. J'arrive pas, franchement, là pour l'instant, je suis plutôt loin de la politique. J'arrive plus. Oh, oui, on m'a beaucoup approché. Oui, pour les régionales, on m'a approché. Mais je vais vous dire la vérité. Quand j'ai quitté Place Publique, on m'a tout de suite approché. J'ai dit non. Alors, tous les mecs, moi j'ai vu des trucs, enfin, ce qui sont passés. Alors, ce qui est très marrant, c'est que, bon, on m'a dit que j'avais pas la place que je voulais, ce qui est parfaitement faux, puisque en fait, j'ai pas envie de rentrer dans des détails un peu, mais il y avait eu des premiers échanges dans tous les fondateurs de Place Publique où j'avais justement la place que soi-disant je n'avais pas, et où je disais déjà non à cette alliance-là. D'accord ? J'ai pas voulu faire filtrer les captures d'écran parce que ça m'intéressait pas d'aller dans du sale, et parce que c'était des anciens amis qui faisaient campagne et ainsi de suite. Mais c'était pas une question de place. Ça c'est clair et net. Et on a dit après, mais que je vais aller me revendre à d'autres. Mais les d'autres sont venus me chercher. J'ai dit non. D'autres. Là, pour les régionales, il y a plusieurs partis qui m'ont approché. Non, mais je ne vais pas dire, parce qu'après, si je dis non, on va dire que j'ai un contre, mais il y a plusieurs qui m'ont proposé de faire partie de la liste, d'avoir des thèses de liste dans des départements, etc. J'ai dit non, et là, il y a des gens qui pensent à la présidentielle qui sont venus me voir aussi. Oui, pour le programme économique, voilà, pour discuter. C'est les premières approches, vous savez, parce qu'on est loin encore, mais où on dit ça t'intéresserait, qu'est-ce que tu penses ? Il y en a plusieurs. Moi, pour l'instant, je ne sais pas. Je me méfie de la politique parce que je trouve que la politique, elle m'a un peu finalement abîmé, plus qu'autre chose, même si j'ai bien rigolé. Hein, mais ça m'a abîmé. Et puis, pour avoir été proche dans plusieurs réunions et tout, moi, je pense qu'il faudrait vraiment, là, pour le coup, s'il y a un grand reset à faire, il faudrait le faire peut-être là, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de vieilles rancunes, il y a beaucoup on agite beaucoup le fond sans y penser. Enfin, c'est des gens qui... Enfin, quand on regarde, même des gens, par exemple, moi, je vois... du PS ou d'ailleurs, ce qu'ils ont voté et ce qu'ils défendent aujourd'hui, bah, comment peuvent-ils être crédibles en fait, à un an d'écart ? Enfin, comment tu peux être opposé à la loi travail alors que tu as voté les prémices de cette loi un an avant ? Comment tu peux être contre Macron alors que tu lui as serré la louche pendant un an ? Comment tu peux... Enfin, c'est très difficile. Donc on se dit dans l'opposition, ils sont chauds bouillants et puis au pouvoir, ils vont encore se... Je sais pas, moi ça me... Non, il y a... Donc c'est très difficile, mais en même temps,
le levier, et ça je le dis dans mon livre, il est politique, clairement. Il est politique le levier. Voilà. Mais de là à rentrer dans une campagne comme ça où tu t'engages, il faudrait que je sois sûr à 100% d'un candidat pour m'engager, alors que jusqu'à maintenant, j'étais jamais sûr à 100%, même j'avais des fortes amitiés pour certains. Donc là, il faudrait que je sois sûr à 100% pour que j'y aille plein pot et que j'y aille pas à tâtons comme ça, comme j'ai pu le faire précédemment.